L'Afrique, acteur de son propre destin ou simple terrain de jeu pour les grandes puissances? C'est la grande question qu'on va explorer ensemble. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, tout bouge très vite et le continent africain se retrouve au centre d'une compétition. Et les enjeux, eh bien, ils sont tout simplement énormes. Mais attention, il ne faut pas croire que l'Afrique subisse sans rien dire. Pas du tout. On voit émerger un peu partout une vraie volonté de prendre les choses en main. L'idée, c'est de tracer une voie panafricaine, une vision d'avenir qui soit vraiment, construite par les Africains, pour les Africains. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. D'un côté, on a cette soif d'émancipation. Et de l'autre, une sorte d'arène où s'affrontent des intérêts qui viennent de l'extérieur. Du coup, la question revient et elle est simple. Acteur ou terrain de jeu? Bon, pour bien comprendre tout ça, revenons aux bases. C'est quoi au juste la géopolitique? Et surtout, comment est-ce que ça s'applique à l'Afrique aujourd'hui? Alors, la géopolitique, en gros, c'est comment la carte du monde influence qui a le pouvoir. C'est le lien entre la géographie d'un lieu et les jeux politiques. Et en Afrique, on peut dire que cette histoire, elle est particulièrement riche et compliquée. Si on regarde en arrière, l'influence extérieure sur le continent a pris plusieurs visages. On a eu la colonisation au XIXe siècle, puis les rivalités de la guerre froide. Chaque période a vraiment laissé sa marque. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est encore autre chose. La grande différence, maintenant, c'est le nombre de joueurs. Ce n'est plus juste une histoire entre, disons, l'Europe, les États-Unis ou la Chine. Non. Maintenant, il y a la Turquie, les Émirats, l'Inde. Tout le monde veut sa part du gâteau. Le jeu est devenu beaucoup plus complexe. Ok, pour que ce soit moins abstrait, faisons un zoom. On va se concentrer sur une région bien précise où la tension est palpable, la Corne de l'Afrique. Alors, pourquoi cette région-là? Eh bien, il y a deux raisons majeures. D'abord, c'est une porte d'accès directe aux immenses ressources du continent. Et surtout, il y a le détroit de Bab el-Mandeb. Il faut imaginer ça comme un goulot d'étranglement. Une énorme partie du commerce mondial passe par là. Celui qui contrôle ce passage, il tient littéralement une des artères vitales de l'économie mondiale. Et si on se projette dans le futur, les chiffres sont impressionnants. La population va quasiment doubler. Le PIB va plus que tripler. C'est énorme. Et forcément, quand il y a un tel potentiel, ça attire les investissements. Mais ça attire aussi la compétition. Regardons juste deux exemples, l'Éthiopie et le Soudan. La croissance de leur population est fulgurante. Et qui dit plus de monde, dit plus de marché potentiel, mais aussi plus de pression, plus de tension. Bref, ce sont des pays qui deviennent des poids lourds qu'on ne peut plus ignorer. Et cette compétition, ce n'est pas juste une affaire de grandes puissances lointaines. Les rivalités du Moyen-Orient, en fait, s'exportent directement dans la région. On a des blocs qui se dessinent très clairement. D'un côté, l'Arabie Saoudite avec les Émirats, de l'autre, le Qatar avec la Turquie. Et chacun choisit son camp, soutient ses alliés sur place. Mais toute cette course à l'influence, évidemment, ça a un prix. Et un prix qui est souvent très lourd. Parlons maintenant des conséquences, parce qu'elles sont souvent dramatiques. Une situation de catastrophe imminente. La phrase est percutante, hein. Elle vient d'un des rapports qu'on analyse. Et ça décrit parfaitement le danger. Cette compétition pour l'influence, elle peut basculer à tout moment dans une guerre ouverte. Et on sait qui en paie le prix. Le Soudan en est malheureusement l'exemple parfait. La guerre civile qui déchire le pays est en fait nourrie de l'extérieur. On a d'un côté les forces armées officielles soutenues par l'Iran, l'Égypte et la Turquie, et de l'autre, les forces de soutien rapide qui, elles, sont armées par les Émirats. C'est ce qu'on appelle une guerre par procuration. Les autres se battent, mais sur votre sol. Et le résultat de ces jeux de pouvoir, le voilà. Les chiffres sont terribles. Des milliers de morts, des dizaines de milliers de blessés et des millions de personnes qui ont dû tout quitter. Au bout du compte, ce sont toujours les populations civiles qui trinquent. Alors, face à ce risque de fragmentation qui est souvent attisé de l'extérieur, quelle est la réponse de l'Afrique? Eh bien, il y a une stratégie, un grand projet, l'intégration du continent. Oui, face à ces pressions, l'Afrique a un plan. Ça s'appelle l'ASRI, l'Indice synthétique africain d'intégration régionale. Bon, le nom est un peu technique, j'avoue, mais l'idée derrière est très simple. C'est une feuille de route pour construire une Afrique plus unie, et donc plus forte. Le premier pilier, c'est la politique. L'objectif est simple, parler d'une seule voix sur la scène internationale. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire des institutions communes, solides, des règles de gouvernance claires et surtout des outils pour gérer les crises en interne. Pour que les solutions aux problèmes africains viennent d'Afrique. Deuxième pilier, l'économie. L'idée ici, c'est de créer de la richesse ensemble. Comment? En créant un immense marché unique. C'est le but de la fameuse zone de libre-échange continentale. Si les pays africains commercent plus entre eux, ils dépendront moins du reste du monde.
Troisième pilier, et il est crucial, les infrastructures. C'est un peu le nerf de la guerre. Parce qu'aujourd'hui, c'est un paradoxe, mais il est parfois plus simple de faire des affaires avec l'Europe qu'avec son propre voisin. Donc l'objectif est de construire les routes, les ports, les réseaux d'énergie et de télécom pour enfin connecter le continent. Et enfin, le quatrième pilier, c'est l'humain. Parce que l'intégration, ce n'est pas que des routes et de l'économie. C'est aussi permettre aux gens de bouger librement, de travailler, d'étudier où ils veulent sur le continent. C'est de forger une vraie identité, une vraie communauté africaine. Bon, tout ça, c'est le plan. C'est ambitieux. Mais la question, c'est où en est-on aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir maintenant avec les progrès et ce qui coince encore. Le bilan, il est mitigé. D'un côté, sur le plan politique, ça avance plutôt bien. On a mis en place des institutions, des cadres communs, c'est le point fort. Mais de l'autre, là où ça pêche, c'est sur le côté humain. La liberté de mouvement pour les gens, c'est encore le grand point faible du projet. Et on termine donc là-dessus, sur cette question qui reste ouverte. C'est une vraie course contre la montre qui est engagée. Est-ce que le projet d'intégration ira plus vite que les forces qui, elles, poussent à la division? La réponse décidera si, au XXIe siècle, l'Afrique sera un acteur incontournable ou si elle restera ce terrain de jeu qu'on évoquait au début. L'enjeu, on le voit, est absolument colossal.